sommaire de cette édition en Côte d'Ivoire, une responsable de la société civile qui avait appelé à des manifestations contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara a été arrêtée à Abidjan. Le gouvernement zimbabwéen a accusé un évêque catholique de pousser au génocide après ses virulentes critiques contre la répression menée par le pouvoir du président Mnangagwa contre ses opposants. Et puis les djihadistes somaliens Chebab ont lancé ce dimanche une attaque d'envergure sur un hôtel, tuant 10 civils et un policier. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a souligné ce samedi les progrès réalisés dans son pays, ex-colonie française, en 60 ans d'indépendance. Un constat qui n'est pas partagé par tous. Maintenant, 60 ans après, qu'est-ce que le pays a fait ? Je peux aussi souligner que quand nous faisons les appréciations, parfois il arrive qu'on ne fasse pas très attention. De savoir que le Congo a subi une colonisation qu'on peut appeler concessionnaire. C'est-à-dire qu'en partant, le colon n'a presque rien laissé. Les quelques bâtisses qui avaient été construites l'étaient pour loger leur administrateur qui était sur place. À la différence des pays qui ont connu ce qu'on appelait les colonies de peuplement, mais ces pays, dès le jour de l'indépendance, avaient toutes les infrastructures, avaient des grandes usines, avaient des autoroutes, des hôpitaux de qualité. Mais on constate, et je peux faire allusion par exemple aux pays comme l'Angola, je peux faire allusion aux pays comme le Kenya, je peux faire allusion aux pays comme le Mozambique. Absolument, il y a les dépravations des mœurs, les musiciens pensent absolument qu'il faut dénuder les filles pour danser. Ça, je n'apprécie pas du tout. Je n'apprécie pas cela. Il faut vraiment faire de telle sorte que ça n'existe plus dans notre pays. Et moi, je me fais le devoir de rencontrer le ministre, en tout cas de la Culture, pour lui en parler. D'accord. Vous, les mamans à l'indépendance, vous ne dansiez pas comme ça? Non, mais on ne s'habillait même pas comme ça. On ne dansait pas. Bon, moi, à l'indépendance, je n'avais que 18 ans, hein, mais on ne dansait pas comme ça. En Côte d'Ivoire, Pulchéri Balé, une responsable de la société civile qui avait appelé à des manifestations contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara, a été arrêtée à Abidjan. L'annonce de son arrestation a été faite ce dimanche par son entourage. Résidente d'Alternative citoyenne ivoirienne, une organisation de la société civile proche de l'opposition, Pulchéri Balé a été arrêtée dans la nuit de samedi à dimanche en compagnie de 2 de ses collaborateurs par des hommes encagoulés. Selon Samba David, le responsable de l'ONG, la coalition des indigènes de Côte d'Ivoire, l'activiste ivoirienne est actuellement détenue à Abidjan dans les locaux de l'unité de lutte contre le grand banditisme, une section de la police qui l'accuse d'incitation à la révolte et d'appel à l'insurrection. Les manifestations liées à l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara et interdites par le pouvoir ont eu lieu à l'appel de l'opposition et de la société civile, dont Alternative citoyenne ivoirienne. Mais ces manifestations ont dégénéré en violence pendant 3 jours, faisant 6 morts et une centaine de blessés. Selon le bilan officiel fourni ce vendredi, 68 personnes ont été interpellées pour troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui au cours de ces manifestations. Élu en 2010 puis réélu en 2015, le président Alassane Ouattara, 78 ans, avait annoncé dans un premier temps, en mars, passer le relais à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier d'un infarctus. Après sa mort, Ouattara a annoncé le 6 août qu'il briguerait finalement un 3e mandat. Adaoukro, fief de l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié est candidat à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Les tensions subsistent après les violences contre la candidature à un 3e mandat du président Alassane Ouattara. Ces violences ont fait au moins 6 morts dans la ville et environ et plus de 100 blessés. Je vous invite à suivre la réaction de quelques habitants ainsi que celle du président de la région de Lifou. Le premier jour, il a fait une discussion avec un Malinké ici. Parce que lui, il était dans l'affaire de combat là, à Daoukro. Donc ils l'ont vu au village ici. Et il a voulu discuter, il a discuté bien avec lui. Seulement il a pris colère et il est parti.
Donc comme ils étaient en train de garder, à 2h du matin, on nous appelle, on dit que non, il a été abattu. En arrivant sur les lieux, on a vu le corps de mon cousin couché, mais on n'a pas aperçu l'assassin. Mais vous voyez quelle perte nous avons eue. Nous n'avons pas pu. Aujourd'hui, nous sommes au dehors. On ne sait même pas où aller. Parce que je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas. On s'est dispersés. Nous demandons seulement la paix. On a vraiment évité le pire. Ça aurait pu être un carnage. Les communautés ici, après, c'est vrai qu'il y a eu ces événements, mais elles savent vivre ensemble. Elles savent vivre ensemble. Et ça va passer. Ça va passer. De la Côte d'Ivoire, allons au Zimbabwe où le gouvernement a accusé un évêque catholique de pousser au génocide, et ce, après ses virulentes critiques contre la répression menée par le pouvoir du président Emmerson Mnangagwa contre ses opposants. Dans une lettre au ton inhabituel, la conférence des évêques catholiques du Zimbabwe a critiqué ce vendredi la répression sans précédent menée récemment par le pouvoir contre les opposants. Elle s'est également inquiétée de la crise économique et sociale qui ébranle le pays depuis plus de 20 ans. La lettre pastorale dénonçait la situation actuelle des droits de l'homme au Zimbabwe et notait que l'appel à des manifestations est l'expression d'une frustration et d'une aggravation croissante causée par les conditions dans lesquelles la majorité des Zimbabwéens se trouvent. En tant que confédération des juristes catholiques, nous exigeons du gouvernement ce qui suit. Premièrement, des excuses et une rétractation de la réponse acerbe donnée à la lettre pastorale. Deuxièmement, l'assurance qu'aucun préjudice ne sera causé aux évêques à cause de la lettre pastorale. Nous demandons le respect des droits de l'homme. Et cinquièmement, nous demandons le respect de l'état de droit. Et enfin, que le gouvernement tienne compte de l'appel lancé par les évêques en faveur d'un appel urgent à la paix et à la construction de la nation. La ministre de l'Information a estimé que cette lettre avait été rédigée sous la direction de l'esprit maléfique de l'archevêque Robert Ndlovu, président de la conférence des évêques catholiques du Zimbabwe. Elle l'a accusé de vouloir attiser la psychose de la victimisation sociale parmi les Ndebele, minorité ethnique du Zimbabwe à laquelle appartient l'archevêque Ndlovu. Ceci en cherchant à en rendre coupables collectivement les membres de la majorité Shona à laquelle appartient notamment le président Emmerson Mnangagwa. Ces remarques ont été vivement condamnées par la coalition formée autour du Mouvement pour le changement démocratique, MDC, principal parti d'opposition qui a condamné ce discours de haine incendiaire et demandé au gouvernement de s'excuser pour ces remarques inacceptables. Les djihadistes somaliens Shebab ont lancé ce dimanche une attaque d'envergure sur un hôtel réputé de Mogadiscio, fréquenté par des responsables gouvernementaux. Selon un bilan officiel, 10 civils et un policier ont été tués dans cette attaque. L'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près de l'hôtel Elite sur la plage du Lido, fréquenté par les dirigeants somaliens. Puis des hommes armés ont investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus. Il a fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'hôtel Elite, a indiqué Ismaël Mokhtar Omar, un porte-parole du ministère de l'Information. Mais il n'a pas fourni de détails sur l'opération ayant mis fin à ce qui avait été décrit plutôt comme une prise d'otage. Dans la foulée, les quelques 250 personnes présentes dans l'hôtel ont été évacuées. Des civils mais aussi des responsables politiques et des membres du Parlement. Parmi les morts figure au moins un haut fonctionnaire du ministère de l'Information, Abdirazak Abdi. Mais le bilan des morts pouvait encore augmenter car l'explosion de la voiture piégée qui a précédé l'attaque de l'établissement par des hommes armés a été massive. Les Shebab ont revendiqué l'attaque dans un communiqué traduit par SITE, groupe américain de surveillance des sites islamistes, affirmant que leur martyr avait pris le contrôle de l'hôtel et qu'il avait infligé de lourdes pertes aux personnes qui y étaient présentes. La Somalie a plongé dans le chaos après la chute du régime militaire du président Siad Barre en 1991, suivie d'une guerre de chefs de clan et de la montée en puissance des Shebab.
Pour finir cette édition en Égypte, 5 personnes ont été blessées dans l'effondrement d'un immeuble classé du début du XXe siècle, situé sur l'une des principales artères du centre-ville du Caire. Le gouvernorat du Caire a indiqué sur Facebook qu'une enquête a été lancée pour évaluer les causes de cet effondrement soudain et son impact sur les bâtiments voisins. L'effondrement d'un immeuble classé du début du XXe siècle situé dans le centre du Caire a fait 5 blessés samedi. Aucun décès n'était à déplorer dans l'immédiat. Plusieurs responsables se sont rendus sur place et ont suivi les opérations de sauvetage de 14 personnes, dont 5 ont été transportées à l'hôpital à cause de leurs blessures. Une enquête a été ouverte pour évaluer l'impact de cet effondrement sur les bâtiments voisins, a indiqué le gouvernorat du Caire sur Facebook. Il a également précisé que l'immeuble abritait des commerces et que seulement 2 appartements étaient habités. Situé sur l'une des principales artères du centre-ville du Caire, près de la célèbre place Tahrir, l'édifice de 14 étages a été construit en 1900, a précisé sur Facebook Soker Zaki Hawaz, urbaniste et membre de l'Organisation nationale pour l'harmonie urbaine, chargé de la mise en valeur du patrimoine urbain. Le centre-ville du Caire, où de nombreuses constructions datent du 19e siècle ou du début du 20e siècle, a longtemps hébergé la bourgeoisie cairote et d'importantes institutions publiques. Mais bien qu'ils soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces immeubles sont pour la plupart délabrés ou à l'abandon. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.